Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, cet homme est révolutionnaire. Bertin Naoum et son robot Rosa ont conquis les neurochirurgiens du monde entier. Une entrée en bourse plus tard, comment voit-il l'avenir de la robotique médicale? Il est notre invité dans Tech24. Elle s'appelle Dogecoin, Litecoin ou Bitcoin. Ces monnaies virtuelles ne sont plus uniquement réservées aux transactions entre geeks. Reportage et débrief avec Guillaume Gralet, c'est à suivre. Mais d'abord, il y a quelques mois, le magazine canadien Discovery Series le propulsait 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde. Aujourd'hui, il a fait de son entreprise MedTech le joyau de la robotique médicale en Europe et aussi réussi son introduction en bourse sur Euronext NYSE. Comment repousse-t-il les frontières entre technologie et médecine? Bertin Naoum est sur le plateau de Tech24 pour en parler. Bonjour Bertin, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors l'invention qui justement vous met à la une de l'actualité depuis pratiquement un an désormais, c'est Rosa. C'est un véritable robot GPS pour les neurochirurgiens. Concrètement, comment ça fonctionne? Alors Rosa, c'est une technologie robotisée qui est utilisée pour la chirurgie du cerveau et qui apporte un regain de précision au chirurgien en guidant son acte pour des opérations extrêmement précises du cerveau. Vous travaillez également sur un robot qui va opérer, justement, aider aux opérations de la colonne vertébrale. Est-ce qu'il est déjà prêt? Est-ce qu'il est en cours de finalisation? Alors ça, c'est la prochaine étape. Après la chirurgie crânienne, on s'attaque maintenant à la chirurgie du dos. Le mal du dos, le mal du siècle. Et donc, on a développé une nouvelle version du robot Rosa qui va non seulement s'occuper de la chirurgie crânienne, mais également de la chirurgie de la colonne vertébrale. Alors, on a déjà opéré une première série de patients. 10 patients ont été opérés avec succès. Et donc, le lancement commercial est prévu plus tard dans l'année. Avec Rosa, vous avez désormais opéré plus de 1200 patients dans le monde. Est-ce qu'il y a un organe qui résiste à la chirurgie robotique ou à la robotique chirurgicale? Alors, on est un certain nombre de sociétés relativement limitées à ce jour à être actifs dans le domaine de la robotique chirurgicale. Chacun se spécialise dans une on va dire une partie du corps humain. En ce qui nous concerne, c'est le crâne et la colonne vertébrale. Mais je suis certain qu'il y a plein d'autres possibilités à venir dans les prochaines années. Alors justement, on parle de ces possibilités à venir. Il y en a une qui est en Israël en ce moment. Des chirurgiens qui s'intéressent de très très près à une nouvelle technologie qui travaille sur la 3D. En clair, ils arrivent à regarder, à observer en hologramme les organes avant de les opérer. La 3D, vous y pensez vous-même? Complètement. Je crois que d'une façon générale, la technologie a un rôle majeur à jouer pour faire face, je dirais, aux objectifs de la chirurgie moderne. La chirurgie moderne, c'est soigner toujours plus de patients avec plus d'efficacité. Et encore une fois, l'informatique, la robotique, l'électronique va jouer un rôle majeur dans les années à venir. Vous êtes d'origine africaine, sénégalaise, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pensez que justement la robotique médicale est une robotique d'avenir pour l'Afrique? Alors je suis né en fait à Dakar, au Sénégal, mais je suis originaire du Bénin. Je crois qu'effectivement la technologie a son rôle à jouer sur tous les continents. Alors ça va prendre un certain temps, mais en tous les cas, il y a un certain nombre de problématiques, un certain nombre de solutions à apporter, y compris sur le continent africain. D'autant plus que ce marché va doubler d'ici à 2015. Est-ce que d'ici 2015, justement, on sera tous opérés par des chirurgiens robots? Alors, pas exactement, parce qu'en fait, la robotique n'a pas vocation à remplacer les chirurgiens, mais simplement, c'est un outil qui va assister, aider le chirurgien afin de réaliser des opérations de façon plus précise et de façon plus efficace. Allez, on est encore à la période des vœux en janvier 2014. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour cette année? Que les choses continuent, comme ça a été le cas aujourd'hui, et qu'on continue à apporter des solutions qui permettent d'opérer toujours mieux et plus efficacement. Merci Bertin de nous avoir rendu visite sur le plateau de Tech24. Longtemps décrié comme le bras financier de l'Internet souterrain, les crypto-monnaies opèrent un retour en grâce. La plus médiatisée, le Bitcoin, peut désormais se retrouver dans votre porte-monnaie. Alors entre buzz et réelles questions sur le futur des transactions, Inès Olgaret fait l'addition. Jackpot pour le Bitcoin. La monnaie virtuelle fait son entrée à Las Vegas. 2 hôtels casinos acceptent désormais ce moyen de paiement pour les chambres, mais aussi pour les restaurants et les boutiques de l'établissement. Le Bitcoin s'offre aussi une nouvelle vitrine sur le site d'eBay au Royaume-Uni. Dans une nouvelle rubrique baptisée Monnaie virtuelle, les acheteurs seront dirigés vers des annonceurs qui procéderont eux-mêmes à la transaction en Bitcoin en dehors de la plateforme d'eBay. Présent sur Internet et dans les commerces, le Bitcoin se démocratise. Voilà, ça fait 6,60 €, c'est-à-dire 0,0103 bitcoins. En un clic, les consommations sont réglées. Pas de frais ni de contrôle du système bancaire.
Une facilité d'utilisation qui en a fait aussi une aubaine pour les activités illégales. Un trafiquant de drogue a été arrêté par les autorités françaises fin décembre. Sous couvert d'anonymat via le système du Bitcoin, les agents des douanes se sont fait passer pour des acheteurs et ont coincé le vendeur de stupéfiants en flagrant délit. L'un des sites les plus connus à utiliser le Bitcoin pour ce type de trafic s'appelle Silk Road. Son créateur a été arrêté par le FBI en octobre 2013, mais cela n'a pas empêché la monnaie virtuelle de gagner en popularité. C'est un outil terrifiant pour le blanchiment d'argent et aussi pour toute activité criminelle. Mais Silk Road n'existe plus et les gens veulent toujours utiliser des bitcoins, même sans Silk Road. C'est devenu plus cher d'obtenir des bitcoins. Le Bitcoin est régulièrement pointé du doigt par les autorités. Mi-janvier, la commission des finances du Sénat a auditionné des représentants de la Banque de France, du Trésor, ainsi que des professionnels du Bitcoin pour débattre d'un éventuel contrôle de cette monnaie virtuelle. Près de 12 millions de Bitcoins sont en circulation, l'équivalent de plus d'1 milliard d'euros. Et retour en plateau pour le débrief avec vous, Guillaume Gralet. Alors, on le voit évidemment, hein, les régulateurs, les autorités commencent à s'intéresser de très très près au Bitcoin. Mais concrètement, pourquoi on imagine qu'elles ont envie de réguler, elles aussi, cette monnaie virtuelle ? Effectivement, Marjorie, il est peu de dire que les autorités bancaires traditionnelles, soit le cas de la Banque de France, de l'autorité européenne des banques par exemple, portent très peu le Bitcoin dans leur cœur. Et pour cause. D'abord, elles abandonnent un peu de leur pouvoir. Elles n'ont aucun contrôle sur la quantité de monnaie en circulation, sur le cours de cette monnaie. Alors, elles mettent en avant les faiblesses du Bitcoin. Et il y en a. D'abord, la possibilité de tout perdre en un instant. C'est ce qui est arrivé au mois de novembre à un Britannique du nom de James Howells. En une journée, il a perdu pas moins de 7 millions d'euros, Marjorie. 7 millions tout simplement parce qu'il avait jeté son ordinateur et dans son ordinateur se trouvait la clé qui lui permettait de récupérer les bitcoins. Ensuite, il met en avant l'extrême volatilité. Sur la seule année 2013, le cours du bitcoin a varié de 1 à 8 et ça continue à fluctuer énormément. Pour ajouter à toute cette confusion, il y a la naissance de ce que j'ai envie d'appeler les Bitcoin-like, c'est-à-dire des monnaies qui ressemblent au Bitcoin. C'est le cas pour l'odeur du Bitcoin, mais qui ne sont pas tout à fait le Bitcoin, si je comprends bien. Exactement, des Bitcoin Canada Dry, Marjorie. En fait, c'est le cas par exemple du Litecoin, c'est la plus connue, mais il y a également le Dogecoin. C'est une monnaie à l'effigie d'une race japonaise de chiens Shiba Inu pour les connaisseurs. Mais et ça c'est sans doute le plus rigolo. Il y a une monnaie qui s'appelle la Kanye West, qui elle a voulu imiter le rappeur Kanye West. Et qui a très peu apprécié visiblement la blague. Tout à fait. Alors, tout ça, ça amène beaucoup la confusion et on voit qu'il y a une certaine tentative de récupération. Mais du coup, qui autorise ou qui interdit le Bitcoin? Parce qu'on l'a vu dans le sujet d'Inès Olgaret, les casinos de Las Vegas commencent à l'accepter, eBay au Royaume-Uni ou aux États-Unis commence aussi à accepter des transactions en Bitcoin. Il y a même une fac à Chypre, si je me souviens bien, qui utilise aussi des Bitcoins pour pouvoir laisser les étudiants payer leur tuition. Donc, si on fait un état des lieux, qui autorise et qui interdit? C'est parfois très surprenant. D'ailleurs, on a vu Ben Bernanke, vous savez, le président de la Fed américaine, qui a dit qu'il fallait encourager ce système qui pouvait permettre le transfert de monnaie de manière assez facile. Au Kenya, il y a un tiers des habitants qui possèdent un compte Bitcoin. En fait, la clé, c'est le rapport de confiance qu'ont les États avec leurs citoyens. Si certains États, comme récemment la Chine, interdisent purement et simplement le Bitcoin, d'autres, comme l'Allemagne, disent qu'on peut utiliser à condition de le taxer. Alors taxer, ça permet de rapporter de l'argent, mais ça permet aussi de mieux contrôler un petit peu ce qui se passe avec le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin, c'est réellement le bras armé, j'allais dire le bras financier de ce qu'on appelle le Deep Web, le web souterrain? On l'a vu notamment avec la fermeture de Silk Road. Effectivement, le web souterrain, peu d'internautes en ont conscience, tout simplement parce qu'il n'est pas répertorié par les moteurs de recherche traditionnels comme Google et Yahoo, mais ça représente près de 500 fois le web actuel, celui qu'on connaît. Alors, il y a des activités illicites sur le Deep Web comme Silk Road, mais tout le Deep Web n'est pas forcément dark, n'est pas forcément mauvais. Il y a des petits bijoux, j'ai envie de citer très rapidement Hidden Wiki ou encore Tor Library, une sorte de bibliothèque d'Alexandrie des temps modernes. Parce qu'en fait, ce Deep Web permet de stocker énormément de choses. Il y a énormément d'ouvrages qu'on peut trouver. Et ça, c'est encore un champ d'exploration très intéressant à suivre. Merci, explorateur Guillaume Gralet. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve, comme chaque semaine, sur Twitter et Facebook avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actualité.
sécurité numérique. Et vous rêviez, j'en suis certaine, d'une voiture volante, la Slovaquie l'a fait. Parfaite combinaison d'un avion et d'une voiture, c'est un prototype développé par Aéromobile. L'entreprise travaille sur ce sujet depuis le début des années 90. Allez, encore un effort sur la stabilisation peut-être de l'engin en vol et le 5e élément deviendra vraiment réalité. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech 24.